Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour ce webinaire qui sera donc sur la DeFi, Decentralized Finance et les crypto-monnaies. Maxime, aujourd'hui, nous fait l'honneur de présenter ce webinaire parce que c'est quand même lui l'expert dans l'équipe. On va profiter donc de ses connaissances et surtout de son expérience parce que je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut se vanter d'avoir déjà 5-6 ans d'expérience dans la crypto-monnaie. Donc, quand on a un atout comme ça dans son équipe, on en profite. Voilà, Maxime, pas de pression. Non, pas du tout. Pas du tout. Toujours avec plaisir. Donc, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Si vous avez des questions au fil de ce webinaire, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Il y a Oumu qui va se charger de faire la modératrice aujourd'hui. S'il y a des termes que vous ne comprenez pas, des questions un peu plus spécifiques, techniques, peu importe, n'hésitez pas à les poser dans le chat si vous en avez au fil. Donc, n'hésitez pas à nous interrompre, à nous challenger. On se fera une joie de vous répondre. On va commencer la présentation aujourd'hui avec le menu. Donc, aujourd'hui, on va voir les concepts clés. On va expliquer très brièvement ce qu'est la Decentralized Finance, la blockchain et les crypto-monnaies. Donc, c'est vraiment les concepts clés pour commencer en fait à investir dans ce domaine parce que c'est quand même bien de comprendre dans quoi on investit. Je ne sais pas si vous avez lu la newsletter qu'on a publiée il y a quelques semaines, mais elle se focalise aussi sur les crypto-monnaies et elle était beaucoup plus technique. Donc, du coup, si vous avez des questions sur ces concepts clés, on vous enverra le lien sur cette newsletter. Mais de toute façon, n'hésitez pas à nous poser des questions. On verra ensuite concrètement comment investir dans la crypto-monnaie. On va voir les crypto-monnaies principales, on va dire, et comment les choisir, comment les différencier également. Ça peut être des fois un peu perturbant d'en voir autant. Et puis, on verra comment investir, donc les étapes à faire, les impôts et les cryptos aussi, parce qu'on n'y échappe pas. Il y a toujours des impôts quand on parle de plus-value, donc on vous en parlera brièvement. On va commencer donc avec les concepts clés et tout de suite, je vais laisser la main au spécialiste. Maxime, si tu veux expliquer les trois concepts. Alors, les concepts clés aujourd'hui du domaine, on va dire, de ce qu'on appelle couramment les crypto-monnaies, se compose on va dire, de trois grands éléments. Donc, tout d'abord, les projets donc, de finances décentralisées, qui sont, on va dire, les buts réels d'application de cette nouvelle technologie, qu'on peut retrouver, que ce soit sur des contrats automatiques, des soucis de délégation de tiers de confiance, des échanges, des portefeuilles, des banques, des systèmes un peu plus modernes de gestion de finances. Donc, on va dire une modernisation des outils qu'on a l'habitude de croiser jusqu'à maintenant, comme des actions, des fonds, mais avec une version, on va dire, un peu plus moderne, plus adaptée au monde web. Un deuxième grand élément sur lequel qui est très important, donc qui sont en fait sur la technologie elle-même au final sur lequel donc tous ces projets sont basés, qui sont les blockchains. Donc qui sont un registre de transactions, donc c'est un nouveau type de base de données qui, contrairement aux outils classiques qui existaient jusque dans les années 2000, début 2010, permet en fait de stocker les données sous forme d'une chaîne de blocs et puis sous forme de tableaux, donc de choses très classiques. Aujourd'hui, par exemple, votre banque, vos comptes sont stockés donc, dans des tables sur vos banques qui indiquent voilà, qu'à une ligne correspond à votre compte en banque, qui correspond à un montant, qui correspond à des opérations, etc. etc. Ces nouveaux systèmes de données organisent, en fait, enregistrent les transactions qui sont effectuées entre les différents comptes. Et les comptes sont du coup publics et décentralisés, donc, et enregistrés sur un système, un programme que tous les acteurs de ces nouveaux réseaux partagent, et plus non dans plein d'acteurs centralisés, donc toutes les banques qui suivent le réseau SEPA aujourd'hui en Europe, par exemple. Et c'est là, du coup, pour ces nouveaux outils, afin de créer, du coup, les unités de mesure, au final, pour ces échanges de valeurs, que sont apparus les crypto-monnaies et, du coup, les tokens, sur lesquels on reviendra juste après, qui sont devenus, du coup, qui ont fait beaucoup parler d'elles ces dernières années, notamment
parce que ce sont les premiers actifs virtuels qui commencent à être cotés à des prix, on va dire, très intéressants parfois, qui correspondent à des valorisations d'entreprises cotées sur les meilleurs marchés boursiers du monde, et du coup qui font un peu bien susciter, on va dire, l'intérêt aujourd'hui du public. Donc, on parle de crypto-monnaies et de tokens. Donc, pour faire la rapide distinction entre les deux, donc la crypto-monnaie, c'est réellement, donc, on va dire, l'unité de base qui est utilisée dans ces systèmes d'échange. Donc, vous allez avoir, par exemple, un système d'échange qui est le système Bitcoin, qui est très connu aujourd'hui, dans lequel le Bitcoin est sa monnaie, le système Ethereum, dans lequel l'Ether est la monnaie utilisée, mais vous en avez des centaines d'autres, de la même manière qu'aujourd'hui, dans le monde, chaque pays, au final, a sa monnaie, ou chaque zone économique, on va dire, a une monnaie courante. D'un autre côté, les tokens sont au final une version évoluée du jeton monétaire, qui est un jeton qui peut être adossé à un contrat bien plus complexe, qui permet du coup de représenter de manière virtuelle un peu n'importe quoi. On voit très bien l'application sur, par exemple, un contrat numérique, un fichier PDF, une image, qui sera lié à un jeton et qui permettra du coup en fait de simplifier l'échange, simplifier l'interaction et simplifier la gestion de la possession de toutes sortes d'objets virtuels ou même réels. On pourra avoir quelques exemples d'applications là-dessus. Il y a 2 semaines, il y avait un webinaire donc, sur les NFT qui se focalise sur l'art. Donc, ce sont des fois des choses physiques. Et il y avait notamment un exemple, je ne sais pas si on en a entendu parler, d'une joueuse de tennis qui a mis aux enchères son bras contre des Ethers. Et l'idée, c'était que la personne qui gagnait ces enchères pouvait afficher dessus une marque ou un tatouage. Donc, comme c'est une joueuse de tennis, plus elle apparaît à l'écran, donc plus elle gagne des classements dans le championnat mondial, plus son bras va prendre de la valeur. Donc voilà, c'est une des façons de tokeniser quelque chose par des contrats. Voilà. C'est un peu amusant et c'est le genre d'exemple qu'on voit un peu tous les jours dans la presse qui se focalise sur ce sujet en tout cas. Exactement. Et on trouve des applications un peu plus simples, comme l'apparition récente justement qu'on abordait il y a quelques semaines dans le webinaire sur les NFT, notamment dans l'art, par exemple, et le nouvel art numérique qui est en train d'apparaître aujourd'hui. Ok, la blockchain, pour revenir un peu plus en détail sur comment ça fonctionne. Donc, on parlait tout à l'heure du coup d'une chaîne, donc des informations qui sont enregistrées selon une chaîne de blocs. Donc, pour prendre exactement le fonctionnement d'une transaction, aujourd'hui, donc, et voir un peu la différence avec un système, on prend un peu l'analogie avec le système classique aujourd'hui, euro par exemple, sur un transfert européen et comment sont gérés les argents. Sur un réseau comme blockchain, comme par exemple Bitcoin, chaque personne possède un wallet, donc qui correspond à un compte au final, qui lui est personnel et à différent d'un réseau centralisé comme un réseau monétaire classique, on est sur un réseau décentralisé, ce qui veut dire que quand je vais faire une transaction entre moi et Alexandra, par exemple, la transaction ne va pas passer par un tiers moral ou physique quelconque, mais va directement passer à travers le réseau blockchain entre mon portefeuille et son portefeuille. Donc là, on voit exactement ici comment ça fonctionne. Donc, elle envoie un certain nombre de bitcoins d'une adresse à une autre. Donc, il y a une demande qui est faite au réseau d'enregistrer sur le registre une transaction. Donc, elle est propagée entre tous les pairs du réseau. Donc, un réseau blockchain, c'est au final physiquement un ensemble de serveurs informatiques qui font tourner un programme dans le monde. Aujourd'hui, il y a par exemple à peu près 10 000 nœuds sur le réseau Bitcoin et un peu plus sur le réseau Ethereum. Le processus de validation du coup se met en place. Donc, il y a plusieurs différents processus de validation. Aujourd'hui, majoritairement, on utilise encore de la preuve de calcul, voire aussi parfois de la preuve d'enjeu sur d'autres outils. Et du coup, donc, ces mineurs qui valident les transactions, donc qui sont en fait des particuliers ou des entreprises ou des fondations parfois, qui décident de mettre à disposition leur matériel pour du coup exécuter ces transactions, valident la validité de la transaction entre moi et Alexandra, par exemple, et l'ajoute du coup à la chaîne, etc., etc. Du coup, ce qui permet en fait de suivre en temps réel l'évolution complète du registre et d'assurer le fait qu'il ne soit pas falsifiable, parce qu'on utilise aujourd'hui des principes cryptographiques qui permettent en fait de lier chacun des blocs de la chaîne au précédent, et donc du coup de valider toujours que le dernier bloc est bien celui qui correspond à la suite du bloc initial. Et donc un avantage, donc on a un tiers du coup de confiance numérique qui ne fait pas appel à une quelconque quantité, et du coup qui permet
vraiment de valider la traçabilité en fait, des transactions au niveau du réseau. Voilà, donc comme tu l'as dit, simplement, ça évite de donner sa confiance dans une entité. Une banque, par exemple, on sait qu'une banque bien notée ne vaut pas une autre banque. Donc, ça évite juste de se poser la question, puisque là, la blockchain va s'assurer des transactions pour nous. Exactement. Et du coup, là, on porte sa confiance sur, on va dire, un ensemble de personnes qui font le réseau. Et du coup, ben, comme la responsabilité est séparée en beaucoup plus d'acteurs, on a un autre point de vue et moins de risques, au final, sur les actifs. Donc, si vous avez des questions sur ces concepts clés, n'hésitez pas. On va passer maintenant à une partie un peu plus concrète de ce webinaire. Donc, la stratégie d'investissement. Alors, en fait, comme maintenant, ça devient assez d'actualité, on en entend parler même dans les journaux, à la télé. Avant de foncer dedans, tête baissée, de se dire « moi aussi j'en veux, je ne sais pas ce que c'est, mais j'en veux », il faut savoir pourquoi on en veut. Simplement se poser la question, est-ce que j'ai envie de tester, en fait, par exemple, d'aller sur une plateforme et d'en acheter, mais dans quelle quantité et pourquoi faire? Est-ce que je vais en acheter 2-3 jours simplement pour voir, peut-être que je vais en acheter, ça va monter, ça va prendre 10% ma crypto-monnaie et je vais en sortir immédiatement arrêter? Ou est-ce que c'est un vrai investissement? Est-ce que je suis déjà investi dans des classes d'actifs classiques comme des actions, des obligations, de l'assurance vie ou de l'immobilier, et que maintenant, je veux diversifier mes investissements et donc acheter de la crypto-monnaie, mais comme un investissement. Ça veut dire qu'on va rentrer dedans pour une période d'au moins 2 ans, 3 ans, voire plus. Normalement, les investissements, on peut voir sur du 10 ans, 20 ans, et dire, voilà, je vais rentrer dedans, mais je vais les garder. Je ne vais pas les vendre, à moins d'avoir un pépin, mais avant de commencer cette partie un peu plus concrète, il faut garder en tête que les crypto-monnaies, comme toute classe d'actifs un peu plus risqués comme les actions, c'est quelque chose, quand vous en achetez, il ne faut pas que ce soit le loyer du prochain mois, il faut que ce soit de l'argent que vous pourriez perdre et qui ne changerait pas votre mode de vie. Donc, c'est pour ça qu'au début, on va vous conseiller, d'ailleurs, il n'y a aucun conseil financier dans cette présentation, mais si vous voulez vraiment investir dedans au début, vraiment des petits montants, déjà pour tester la plateforme sur laquelle vous allez commencer, voir si vous la comprenez, si ça correspond à vos besoins, si vous pouvez rentrer de l'argent facilement sur la plateforme, et également si vous pouvez sortir de l'argent de la plateforme facilement. Donc voilà, posez-vous bien ces questions avant de commencer. Combien vous voulez investir au début, donc des petits montants, votre horizon de placement et l'occurrence d'investissement. Ça veut dire que normalement, pour tout investissement, on va toujours vous conseiller de ne pas rentrer un gros bloc d'investissement d'un coup et puis après laisser reposer. L'idéal, même si vous avez une forte somme à investir, c'est de le faire petit à petit pour lisser son investissement. Lisser son investissement, c'est lisser son prêt d'entrée. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de bien calculer le moment parfait pour entrer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à acheter une crypto-monnaie et que ça monte continuellement. Il y aura des points hauts, il y aura des points bas, il y a peut-être un moment où vous serez en perte. Mais en fait, il ne faut surtout pas penser que ça va continuer. En fait, il faut juste, tous les mois, par exemple, investir un petit montant. Et en fait, votre prix, peu importe les fluctuations, il sera modéré et ça fera une moyenne de tous ces points d'entrée. Donc ça, c'est le conseil qui s'applique aux crypto-monnaies, mais de toute façon, à tout type d'investissement, par petits montants, un petit peu à chaque fois, et donc éviter de trader comme on peut le voir souvent sur les crypto-monnaies, en achetant pour une semaine, 2 semaines, des fois être déçu et se dire oh, « moi, je n'ai pas gagné d'argent en achetant des crypto-monnaies ». Ceci est un métier. Voilà, Maxime va vous le dire, il investit dans les crypto-monnaies depuis assez longtemps et il ne fait pas de trading. Peu, on va dire. Ça correspond à une petite partie aujourd'hui. Ici, on est exactement dans l'exemple que moi, j'ai commencé à aborder quand, on va dire, j'ai décidé d'investir sur ce sujet-là, il y a quelques années. J'ai commencé à m'intéresser à ce sujet parce que j'ai étudié l'informatique et du coup, j'ai pu miner et avoir on va dire, la première approche de Bitcoin à ses tout débuts. Mais au final, quand on commence à penser cette chose vraiment comme un investissement, il faut respecter ces règles-là. Et clairement, par contre, trader et chercher les plus-values volatiles très courtes, c'est un métier. C'est tout un métier, ça demande un travail et surtout un investissement de temps conséquent. Voilà, donc le message de cette slide est si vous êtes prêt à investir, on commence petit bras, comme on dirait chez moi, ça veut dire vraiment tout doucement. Quand vous êtes décidé, donc comment on choisit une crypto-monnaie? En fait, c'est un peu plus difficile. Venant de la finance traditionnelle, acheter une action, une obligation, c'est un peu facile. Enfin, facile.
Par exemple, une action, vous l'achetez du Coca-Cola, vous analysez le business model, c'est facile. Vous voyez si les gens consomment ou pas du Coca, par exemple, c'est la première piste. Pour une crypto-monnaie, ça peut être un peu plus difficile parce qu'on a tendance à ne pas voir le sous-jacent derrière ces crypto-monnaies. C'est d'ailleurs le premier blocage en général. Mais il y a quand même des critères que Maxime va nous aider à revoir pour choisir ces crypto-monnaies. Et le premier, en fait, critère de distinction, ça pourrait être la masse monétaire. Ça veut dire quelles sont les plus grosses crypto-monnaies. C'est un bon indicateur de base. On se dit, voilà, ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont investis dedans. Ça peut être un des plus gros facteurs différenciants. Maxime, je ne sais pas si tu veux ajouter un mot ou si on passe sur la slide avec les 10 plus grosses masses monétaires. Alors, je pense qu'on peut avoir un peu ces sujets, comme on disait sur la slide, avec les 10 plus grosses masses, et voir un peu dans quelle mesure ces éléments se confrontent et du coup, quels sont un peu les projets stables et voir comment se dire. Avant ça, on va quand même revenir un peu sur les différents points. Ici, on retrouve vraiment les premiers points clés à se poser pour savoir est-ce que le projet est intéressant ou pas et est-ce qu'il est intéressant en fait d'acheter ce genre de jetons ou de crypto-monnaies pour pouvoir les inclure dans un portefeuille d'investissement sur un moyen long terme, donc 5 à 10 ans comme on disait. On voit du coup donc, les principes de masse monétaire, donc le nombre de personnes qui sont déjà investies dedans, les principes de volume, donc quels sont le nombre de jetons qui sont échangés tous les jours, et un ratio surtout entre ces deux éléments-là. Par exemple, si vous êtes sur une monnaie où vous voyez que tous les jours les gens vendent 50% de sa masse globale, c'est comme une monnaie sur laquelle il y a du coup beaucoup de spéculation, au final beaucoup d'échanges. Alors ça peut être normal sur certains projets, sur d'autres c'est potentiellement indicateur d'une petite faiblesse ou on va dire de quelque chose sur lequel les gens croient peu au final. Toujours faire attention un peu aux spécifications techniques, donc ça peut être c'est quelque chose qui n'est pas forcément donné à tout le monde, mais on trouve aujourd'hui beaucoup de presse au final qui permet de donner des éléments vulgarisés sur les différents projets. Une autre question qui est: est-ce que le produit est fonctionnel ou pas, ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est en lancement, quels sont les gens, les membres des équipes fondateurs, etc. Et on a l'avantage d'être sur des produits qui du coup sont un peu, on va dire, plus transparents du fait d'être des produits conçus pour le web avec énormément de documentation. On trouve des académies complètes aujourd'hui qui définissent vraiment les 2 à 3 000 tokens existants en détail avec vraiment à la fois les équipes, les sous-jacents, etc. Oui, il y a notamment une source que je vais partager avec vous qui s'appelle CoinMarketCap. C'est une excellente source, en tout cas pour commencer, où vous verrez toutes les cryptos. Ne paniquez pas, il y en a des milliers. Je vous conseille de regarder les 2 premières pages pour commencer, c'est déjà suffisant. Et vous trouverez dessus des explications, la masse monétaire justement, les volumes, avec les variations de prix. Donc c'est un très bon moyen pour commencer à s'y intéresser. Exactement. Du coup, si personne n'a de questions jusque maintenant, on va poursuivre justement sur une rapide, on va dire, un rapide tour de ce top 10. Alors, donc là, c'est des informations justement que j'ai prises de CoinMarketCap. Vous pouvez voir en fait les 10 premières crypto-monnaies. Donc, ce n'est toujours pas un conseil d'investissement. On vous présente seulement les 10 plus grosses vraiment par rapport à leur masse monétaire. C'est en quelque sorte la masse monétaire, une fonction de mesurer leur popularité. Exactement. Donc là, on peut voir un peu pour faire le tour. Donc aujourd'hui, ce classement top 10 variait très rapidement pendant plusieurs années. Là, depuis, on va dire, une bonne année, et surtout depuis ce dernier, on va dire, bull market, il commence à se stabiliser. Alors, peut-être pas non plus dans l'ordre, mais par contre, au moins dans les monnaies qu'on retrouve dans ces éléments-là. Donc, on retrouve donc Bitcoin, le projet original, donc un projet open source déposé sur un site qui s'appelle GitHub, qui permet donc du coup à des communautés de développeurs d'échanger du code librement aujourd'hui. Donc, il était un premier, on va dire, programme d'échange centralisé qui tourne du coup toujours aujourd'hui. Donc, ces premiers éléments ont été déposés en 2009. Et donc, on est toujours actuellement... donc, c'est la crypto originale qui a énormément d'applications qui maintenant est vraiment acceptée sur beaucoup d'outils. Sur PayPal, par exemple, on peut acheter une Tesla avec. On pouvait déjà acheter une BMW depuis quelques années, d'ailleurs, aussi. Il y a aussi des entreprises, en fait, qui ont du Bitcoin en trésorerie. Exactement, voilà. Ça permet aussi d'asseoir leur popularité. Et des milliers d'applications dont on pourra revenir en détail avec plaisir si certaines vous intéressent. Ethereum, du coup, cette seconde qui est un peu, on va dire, la deuxième génération de monnaies qui ont été inventées, donc qui introduisait un nouveau concept
donc imaginé par Vitalik Buterin, qui étaient donc des contrats intelligents, donc qui portent un peu, pas forcément bien leur nom, mais globalement des contrats numériques enregistrés sur une blockchain qui permet du coup vraiment d'étendre juste la notion de simple monnaie à vraiment un jeton qui pourrait représenter n'importe quoi, à un échange d'une image, par exemple. Donc voilà, qui était une première vraiment élément parce que c'est devenu un peu, on va dire, une sorte de grand internet partagé sur lequel n'importe qui peut, on va dire, poser des valeurs et sur lequel n'importe qui peut également créer un jeton lui-même pour diverses applications, des applications de gestion monétaire, par exemple, des tokens d'utility pour des marques, la traçabilité, le luxe, par exemple, utilise beaucoup la blockchain Ethereum pour pouvoir aujourd'hui tracer des produits. Donc voilà, deuxième outil, un peu de deuxième génération. Alors Max, juste t'interrompre 2 secondes pour répondre brièvement à Anaïs et à Marie-Pierre. Alors Anaïs, pour savoir s'il faut commencer, quand on veut commencer à investir, si on veut commencer par le top 10, honnêtement, c'est un peu plus prudent. Maintenant, voilà, il y en a 10, ce sont les plus connus. Là-dedans, il faut faire le tri en fonction de ce qu'on veut, peut-être pas acheter les 10 d'un coup, enfin, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Mais en tout cas, oui, c'est une bonne base de départ, c'est certain. Quand j'ai commencé à investir dans mes premières crypto-monnaies il y a quelques mois, on va pas se mentir, c'est récent, j'ai commencé, oui, par celle-ci. Et c'est la stratégie de base un peu sur n'importe quel marché, sur un marché action, investir sur un marché, voilà. La base, pour répondre à Marie-Pierre, mais Maxime va expliquer ça tout de suite. Elle voudrait savoir la différence entre blockchain, exchange et stablecoin, token, etc. Donc ça, on va y répondre tout de suite. Et pour les plateformes d'investissement, ça sera par la suite on va expliquer les 10 étapes pour investir. Et donc, on vous donnera quelques noms de plateformes pour commencer. Donc, pardon, Maxime, je t'ai coupé. Mais justement, j'allais répondre à cette question. Voilà, donc Gaël a déjà mis un peu les différentes définitions. Donc, alors, au niveau des blockchains, donc on parle vraiment, donc une blockchain, c'est un réseau d'échanges. Donc, c'est un énorme registre de transactions décentralisées, donc qui est maintenu par plusieurs acteurs. Un exchange, c'est une plateforme d'échange de monnaie ou de jetons. C'est l'équivalent d'un broker bourse, d'une place de marché d'échange d'actions, d'obligations. Un stablecoin, ça va être c'est l'équivalent d'un dollar ou d'un euro, mais virtuel, si on peut dire. Donc, c'est un objet numérique qui vaut une unité, donc qui est adossé. Ça fonctionne très simplement. Donc, on émet un jeton pour chaque euro détenu dans un compte en banque de la part du réseau qui l'émet. Un token, c'est tout simplement un jeton très simple qui représente différentes catégories. Ici, on parle beaucoup dans Dogecoin, qui est en ce moment très bien dans ce top 10, qui est du coup un token de masse qui vraiment a peu de valeur, qui est avec une émission illimitée en très grande quantité. Donc, le Dogecoin, juste pour l'histoire, voilà, c'est la photo qu'on voit au haut de la slide du chien. En fait, c'est le Dogecoin, à la base, c'est un mème d'un chien, donc de ce chien qu'on voit là. Et donc, pour cette crypto-monnaie-là, la valeur repose uniquement sur la communauté. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Maxime, mais en gros, exactement, voilà, exactement. Le sous-jacent derrière, il est vraiment difficile à évaluer. J'allais revenir directement sur les différents projets. Là, je faisais un peu la définition, effectivement. Donc, sur les différents, donc on retrouve des exchanges comme Binance, qui est en fait une grande société chinoise d'échange qui est mondiale maintenant aujourd'hui, mais originellement venant de Chine. Ripple, qui est un remplaçant de Swift, qui est le protocole d'échange monétaire mondial utilisé aujourd'hui entre les différents acteurs bancaires dans le monde. Tether, on est sur un stablecoin, adossé sur le dollar. Et forcément, afin de faciliter les échanges et les transferts entre la zone dollar et la zone monétaire crypto, on a besoin du coup de numériser en fait ce dollar pour pouvoir l'échanger très rapidement. Du coup, c'est un produit qui représente exactement un dollar. Le Dogecoin, du coup, qui est un token communautaire. Donc, c'est une monnaie qui est open source, qui, du coup, n'a pas d'application purement ni que d'être un système d'échange, qui est un jeton, on va dire, très populaire. On pourra parler en détail si jamais le sujet intéresse. On ne rentrera pas un peu plus aujourd'hui.
mais c'est devenu, on va dire, un peu la monnaie, on va dire le jeton d'échange de toute une communauté sur le net, qui représente maintenant un volume assez énorme, ce qui démontre d'un côté le taux de pénétration dans le monde d'aujourd'hui de tous ces actifs. Cardano, donc on va être aussi également sur un système d'échange comme les deux premiers, Bitcoin et Ethereum, qui se différencient par sa structure et notamment l'énergie qui est nécessaire de maintenir pour l'employé. Polkadot, c'est exactement le même principe, qui est un projet allemand. Et on arrive enfin sur Uniswap, qui est un concept de DeFi dont on a parlé au tout début, et Bitcoin Cash, qui est du coup un élément, donc l'équivalent de Bitcoin, une séparation il y a quelques années. C'est des projets qui sont aujourd'hui tous solides, qui, donc, hormis Polkadot et Uniswap, qui ont à peu près 1 an et demi, 2 ans, on va dire, de maturité. Tous les autres sont des projets qui ont au moins 5 à 6 ans de maturité aujourd'hui. Donc, pour revenir exactement à cette première question de est-ce que le top 10 est un bon départ, aujourd'hui, le top 10, en tout cas, démontre qu'il a une certaine stabilité et que ce sont on va dire des groupements d'entreprises, d'équipes et de fondations qui ont réussi à démontrer et à livrer, on va dire, des projets au cours des 5 dernières années. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Pour revenir sur la plateforme qu'on vous a montrée, voilà, ça c'est une capture d'écran de CoinMarketCap sur le Bitcoin. Vous pouvez voir des informations comme celle-ci où vous voyez voilà, l'évolution du prix. Comme vous le savez, on a atteint des records. Si vous détenez ne serait-ce qu'un Bitcoin, c'est plutôt bien. Et donc après, vous voyez tout ce qui est trading volume. Donc c'est le volume d'échange journalier, c'est ce dont Maxime parlait tout à l'heure. Vous pouvez voir les prix. Et donc, market rank numéro 1, voilà, parce que le Bitcoin est le plus ancien, le premier, et qu'il y a un trilliard donc, sur le marché. Donc, c'est une très bonne source pour aller chercher des idées, en tout cas sur les crypto-monnaies, si un jour vous voulez vraiment diversifier. Je ne sais pas, Maxime, si tu voulais revenir sur les critères de distinction ou si on passe tout de suite à comment commencer à investir. On peut passer tout de suite, à moins qu'il y ait des questions sur ces critères, mais je pense que c'était assez clair. Ok, donc juste un petit récapitulatif avant d'y aller. Donc, on veut juste vous rappeler que c'est un investissement risqué, volatile, comme d'autres classes d'actifs, et que donc, si vous commencez, surtout, s'il vous plaît, allez-y doucement, testez d'abord avec quelques euros pour avoir une idée de comment ça fonctionne. Les crypto-monnaies, donc il y a des mouvements assez brusques. Voilà, j'ai commencé à investir il y a 2 mois. Je crois que j'avais commencé avec l'Ether, j'avais mis 200 € dessus, hein, vraiment comme pour commencer, tester. Et aujourd'hui, c'est 400 €. Donc, en fait, c'est assez impressionnant parce que des performances comme ça sur les actions, on en a très rarement. Mais il faut juste garder en tête, garder la tête froide, que ça peut aller dans l'autre sens. Ce n'est pas que de la hausse. Hein. Et des fois, ça va baisser violemment, mais ça va repartir tout aussi vite. Personne ne peut le prédire. Donc, faites attention juste à ça. C'est un petit rappel. Et bien sûr, diversifier, que ce soit dans les différentes classes d'actifs. Si vous avez déjà des actions, des obligations, des fonds d'investissement, les crypto-monnaies, c'est 5-10%, mais grand max, si vous avez vraiment un profil de risque élevé de votre portefeuille total. Et ensuite, diversifier aussi au sein des crypto-monnaies. Donc, on l'a dit, commencer avec 1 ou 2, peut-être après le top 10. Mais toujours, la diversification, c'est le principe clé que l'on prêche dans tous nos webinaires. Maintenant qu'on sait ça, les étapes avant d'investir, c'est choisir une plateforme selon ses besoins. Donc, c'était une question. Donc, Maxime a beaucoup plus d'expérience que moi là-dedans. Il va vous en parler. Il y a différents types de plateformes. Et il y en a qui sont beaucoup plus simples que d'autres. Et pour commencer, il y en a peut-être des meilleurs. Exactement. Donc, aujourd'hui, maintenant, les premières plateformes d'échange qui permettent, on va dire, d'acquérir des monnaies, on en trouve vraiment partout. Il existe à la fois des exchanges sur lesquels on peut, on va dire, simplement acheter de la monnaie. Il y a des monnaies maintenant qui permettent de créer des portefeuilles de placement directement. Il y a vraiment beaucoup de produits. L'important, c'est déjà premièrement de comprendre vos besoins. Donc, est-ce que vous souhaitez simplement construire un portefeuille? Quelles sont un peu les monnaies sur lesquelles vous voulez acheter? Parce qu'elles ne sont pas listées partout, de la même manière que sur les brokers de bourse. Vous n'avez pas accès à toutes les sous-jacents sur toutes les plateformes.
Il existe également des moyens pour en acheter en passant par également parfois certains brokers qui proposent des fonds en adossé. On peut avoir des contrats, des CD. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens, on va dire, de rajouter ce genre d'actifs dans ses portefeuilles afin d'assurer cette diversification. Il est intéressant d'aller quand même, on va dire, jeter un coup d'œil sur toutes ces nouvelles plateformes. Donc, les clés étant de voir, donc, premièrement, est-ce qu'elles sont régulées dans la zone dans laquelle vous résidez. Donc, par exemple, en Europe, est-ce qu'il y a quelque chose qui est porté par la CCCF, par exemple, ou par n'importe quel. S'assurer qu'on va dire que la plateforme est régulée par n'importe quel pays européen. Donc, généralement, on trouve ces informations-là directement sur le site de la plateforme. Et après, il est facile d'aller consulter sur le site de l'organisme qui est, on va dire, évoqué pour vérifier que c'est bien le cas. Toujours commencer très simplement, en bien sélectionnant son mot de passe. Donc, c'est un point clé, comme dans tout endroit sur Internet et comme pour votre banque, il faut donc faire attention à bien sécuriser son compte. Commencez du coup par déposer de la monnaie fiduciaire sur le compte. Donc, ça se passe généralement par un virement CEPA depuis votre banque. Ou certains permettent également de pouvoir directement effectuer un transfert via carte bancaire, ce qui peut engendrer des frais un peu supérieurs, mais du coup qui est un peu plus instantané. Toujours commencer par se familiariser avec la plateforme en investissant des petits montants. Donc, comme Alexandra le rappelait tout à l'heure, dans tout investissement, on conseille toujours de rentrer par palier. Là, ici, on applique du coup la même, on va dire, stratégie afin de lisser son prix d'achat sur le marché, ce qui va donner des prix peut-être un peu plus hauts si le marché est en montée, mais souvent on offre des prix un peu plus bas si le marché est en descente, afin d'éviter de trop perdre. Donc, toujours privilégier effectivement des choses de référence, donc de se documenter. Aujourd'hui, il existe beaucoup de sources qui permettent ça. Donc, évitez d'acheter quelque chose sur lequel quelqu'un vous a parlé qu'il serait peut-être intéressant, ou une publicité que vous avez vu passer sur Internet, votre téléphone. Donc, ne pas succomber comme au reste, on va dire, des tentations rapides du monde marketing web moderne. Et toujours essayer de donc privilégier potentiellement donc les sous-jacents importants qui ont démontré des réalisations. Parce qu'il existe tout comme il a existé, on va dire, sur les marchés boursiers, des arnaques de masse, il existe également des arnaques sur ce genre de marché d'actifs. Et une fois que vous êtes confortable là-dedans, vous avez pu vous comprendre un peu ce que c'était, faire un premier transfert, comprendre où est-ce que vous pouvez l'utiliser, pourquoi vous pourriez en avoir un intérêt, acheter un NFT par exemple avec, ou d'autres choses. Et une fois que vous êtes confortable, commencez à ce moment-là, selon vos critères, à diversifier votre portefeuille, donc en acheter plus, en investir un peu plus, et toujours garder une règle, donc tout comme sur la diversification des portefeuilles, où on essaye de garder une part d'obligation pour stabiliser les revenus, essayez de garder toujours une part conséquente de coins stables, donc de valeur euro ou de valeur dollar, par exemple, afin d'éviter justement ces mouvements de marché très forts. Donc, pour un exemple très simple, sur 1 000 € investis, si 500 € sont des coins stables et que 500 € sont on va dire de l'argent investi dans différents actifs, si le marché complet descend de 10%, vous ne perdrez que 5%. Voilà. Et voilà. Dans l'autre sens, effectivement aussi, s'il monte que des 10%, vous ne gagnerez que 5%. À vous de voir selon, on va dire, votre tolérance et votre risque, votre approche on va dire, du risque et de la volatilité, là où vous vous sentez le plus à l'aise. Le but n'est pas de vous jeter sur des produits que vous ne comprenez pas, que vous ne maîtrisez pas. Certains de ces outils, et aujourd'hui, donc c'est un peu donc, des outils très modernes, donc de finance 2.0, un peu si on pourrait dire parfois. Et donc, il y a des nouveaux outils, on va dire, qui jusqu'à maintenant étaient disponibles pour des traders professionnels, qui sont maintenant disponibles pour vraiment tout le monde. Et donc, il est rapidement possible de se retrouver dans un endroit où on va travailler sur des effets de levier, sur des crédits, des choses un peu complexes. Mais vous restez sur des choses simples. Déjà, acheter quelques premiers, construire un panel et comprendre un peu quels sont ces sous-jacents et pourquoi en fait ils prennent de la valeur, pourquoi ils ont pris de la valeur sur ces dernières années et pourquoi ils vont continuer à en prendre au fur et à mesure des prochaines années. Alors, juste pour revenir sur l'étape 1 pour la plateforme, si vous êtes client d'une banque classique,
ne vais pas citer de nom, bon, Société Générale, BNP, ce genre de choses, vous n'aurez pas accès aux crypto-monnaies chez cette banque classique, pas encore. Vous allez sûrement voir arriver des fonds d'investissement ou des trackers, comme on les appelle, qui vous proposeront bientôt, ça commence à arriver, mais tout de suite, ce n'est pas possible. Vous devrez donc forcément passer par une plateforme. Les plateformes, donc, dans l'équipe, on en a testé plusieurs pour vous, en fait. On a testé Binance, on a testé Revolut, on a testé Swissborg et Nexo. Et Bitstamp également. Et Bitstamp. Donc, en fonction de vos besoins, donc par exemple, il y a des plateformes où il y a des cartes de crédit adossées avec, comme Revolut. Les frais peuvent être un peu plus chers que chez Binance. En fait, il faut choisir ce dont vous avez besoin. Il y a à chacune de ces plateformes, vous devrez remplir un KYC. Un KYC, ça veut dire vous devrez simplement envoyer une photo de votre pièce d'identité avec un justificatif de domicile, ce genre de choses. C'est que la plateforme en Europe, c'est comme ça, ils doivent vous demander ça. Et en fait, après, la plateforme quand vous allez envoyer de l'argent dessus, avec votre trace bancaire, votre RIB, vous ne pourrez renvoyer l'argent que sur ce RIB-là. Donc, c'est bien à savoir si jamais, entre-temps, vous changez de banque ou ce genre de choses. Il faut savoir que quand vous retournez l'argent sur votre banque initiale, par exemple, voilà, sachez qu'un seul RIB est enregistré et que vous devrez le retourner sur ce RIB original. Donc, il y a des petites choses à savoir comme ça. Je pense que le consensus final, c'était Binance, qui est plutôt bien faite. Swissborg aussi est pas mal. Et c'est surtout que Binance, en termes de frais, est la plus intéressante, Maxime, c'est ça? Exactement. Alors, je vois également une question de Agnès, pourquoi on n'a pas testé Coinbase. Alors, ça n'a pas été fait dans l'équipe. Personnellement, moi, j'ai déjà testé Coinbase. Donc, historiquement, donc aujourd'hui, nous, de notre côté, c'est Binance qui revient en ce moment, on va dire, notamment au niveau des frais et on va dire, de l'univers qui est capable d'être déployé sur un seul produit. On a vraiment accès à beaucoup de monnaies, beaucoup de crypto, et c'est vraiment très proche des brokers que nous, on a l'habitude de côtoyer au final, et que toi, je pense que tu as pu avoir plus l'habitude de côtoyer dans l'investissement plus classique là-dessus. Certaines plateformes font des fois un peu pas le figure, parce qu'en fait, elles servent qu'à trader uniquement du Bitcoin, ou du Bitcoin et de l'Ether uniquement, avec des volumes qui peuvent être très impressionnants, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui échangent. Donc, c'est vraiment celle qui est revenue. Concernant d'autres plateformes très connues, comme par exemple Coinbase, qui effectivement a fait son IPO il y a très peu de temps. Aujourd'hui, donc personnellement, j'ai testé cette plateforme déjà depuis très longtemps. C'est une des premières sur lesquelles j'ai pu utiliser. J'ai fini par rediriger mon choix sur Bitstamp, qui est une plateforme donc anglaise initialement, qui est régulée en Europe auprès de la CSSF au Luxembourg. Et on va dire que Coinbase, selon moi, a eu pendant une période on va dire quelques déboires, plusieurs hacks, plusieurs, on va dire, polémiques sur le fait que la plateforme tombait assez souvent dès qu'il y avait des phases de trop up ou des grandes phases de volatilité, où du coup il y avait des énormes sorties de cash. Donc aujourd'hui c'est plus le cas. Maintenant il y a eu l'IPO, il y a vraiment un agrément auprès de la SEC. Donc du coup c'est vraiment le cas. C'est un gros acteur qui pour moi est équivalent à Binance. La différence entre les deux étant les frais et surtout l'avancée aujourd'hui, on va dire, de la réglementation en Europe entre ces deux plateformes, qui est déjà un peu plus à l'avantage de Binance par rapport à Coinbase, mais qui fonctionne aussi tout à fait. Concernant la deuxième question d'Agnès, donc au niveau des protections de données, KYC et des actifs. Donc au niveau de la partie KYC, il faut savoir que tous ces outils aujourd'hui, donc il existe encore des endroits, on va dire, sur lesquels on peut échanger des monnaies sans KYC. À ma connaissance, il n'y en a plus. Donc tous les exchanges, on va dire, sur lesquels il est possible, on va dire, de faire des virements depuis un compte euro sont régulés. Donc on est sur une application classique au final avec un scan ID, des liveliness checks. Beaucoup sont faits d'ailleurs par Onfido, qui est le même acteur que vous retrouvez chez N26, chez Revolut. Donc c'est vraiment aujourd'hui, il n'y a plus de différence là-dessus. La protection des données, certaines de ces sociétés sont même, et la majeure partie sont même, je pense, plus compliant en termes de GDPR que la majeure partie des banques, qui ont encore parfois aujourd'hui des soucis à faire évoluer leur système info. Et alors après, au niveau du stockage des actifs, donc là, c'est encore une partie qu'on a abordé, qu'on t'a abordé un petit peu rapidement juste après. Donc généralement, les tiers, sous lesquels, donc les premiers exchanges sur lesquels vous allez acheter vos premières monnaies,
vont conserver les actifs à votre place de la même manière que votre banque pour un compte titre. Il est effectivement, vu que maintenant c'est possible avec ces technologies-là, il est conseillé de diversifier potentiellement aussi les exchanges afin de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier, voire même potentiellement de diversifier et d'avoir un wallet ailleurs également. On pourra en reparler en détail, mais il vous est possible par exemple d'avoir un wallet de monnaie numérique qui tourne dans votre navigateur Internet. Donc si vous avez confiance en votre capacité à sécuriser votre compte en banque, vous pouvez aujourd'hui, grâce à cette technologie, faire tourner vous-même votre compte en banque sur votre ordinateur. C'est quelque chose de pas très compliqué, il y a beaucoup d'outils qui permettent de le faire. Et à ce niveau-là, vous pouvez également, on va dire, stocker les actifs sur votre outil. Et alors, on peut aller jusqu'à des notions assez grandes. Voilà. La majeure partie de ces outils, quand même, en fonction des exchanges et des applications que vous allez utiliser, les monnaies seront détenues par différents éléments. Donc, par exemple, si vous achetez un tracker, genre par exemple, là je vois l'exemple de Revolut, donc sur lequel donc vous allez acheter des contrats donc sur ces monnaies. Donc en fait, donc Revolut ne contient pas de. Alors, soit Revolut détient les bitcoins en votre nom, soit ils détiennent juste un contrat adossé qu'ils ont acheté à une autre entreprise qui vend des contrats sur Bitcoin. Vous pouvez également avoir donc des fonds qui sont le même principe, mais sur un autre produit. Ils peuvent être détenus en direct. Tout ceci sera toujours expliqué directement par la plateforme sur laquelle vous allez utiliser. Si vous utilisez par exemple Binance ou Coinbase, comme on parlait tout à l'heure, donc vous détiendrez, vous, les crypto-monnaies sur un sous-compte de Binance. Et encore une fois, si vous êtes là pour, on va dire, hold et donc garder ces monnaies sur un très très long terme, il est intéressant de mettre ces deux dans deux paniers différents, comme on ferait sur des comptes bancaires pour notre gestion, on va dire, personnelle du quotidien, en ayant un compte de placement à court terme, un compte de réserve et un compte principal quotidien pour les dépenses de tous les jours. Voilà, afin d'éviter, comme d'habitude, les soucis d'accès technique, les différents accidents qui peuvent arriver au cours de la vie. Ok, oui, c'est un conseil qu'on avait donné sur la gestion du cash où la protection est limitée entre guillemets à 100 000 euros par établissement bancaire. Donc, on avait conseillé que si on avait des grosses sommes en cash, de séparer, si ça allait au-delà, pour justement profiter de cette protection par établissement bancaire. Exactement. Donc, on va passer à la partie la moins amusante, on va dire, de l'investissement, c'est les impôts. Qui dit plus-value, dit taxation. C'est toujours le cas. Donc, en France, c'est comme toutes les plus-values sur n'importe quelle classe d'actifs, ça sera à taux 30%. Bien entendu, je précise au niveau de cette slide que nous ne sommes pas des fiscalistes. Si vous avez des questions un peu plus précises par rapport à votre situation propre, pour vous rediriger vers des personnes plus spécialisées. Voilà, exactement. Et ici, on a mis en évidence donc la France, le Luxembourg et la Belgique. Si vous êtes résident dans un autre CPI, voilà, c'est encore un autre scénario. Donc, c'est vraiment une base, on va dire. Donc, c'est de 30% en France et de 0% au Luxembourg, si vous habitez au Luxembourg. Et enfin, en Belgique, c'est assez... c'est pas opaque, c'est de 0% pour les investissements long terme, donc c'est ceux qu'on vous a expliqué au début. Si vous restez dedans 2-3 ans, que vous investissez petit à petit, ça devrait être de 0%. En revanche, si vous commencez à en acheter pour 2 mois, 3 mois, que vous revendez, achetez facilement, sur un court laps de temps, en fait, là, vous risquez de vous faire retoquer, et donc la plus-value sera taxée à 33%. Exactement. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Alors, je vois qu'il y avait... Il y a une petite question sur les liquidités sur les plateformes, qui est une très bonne question. Pendant longtemps, ça a été un gros souci, justement, de ces plateformes, parce qu'en fait, on se retrouvait souvent sur des blocages du manque de liquidité euro pour pouvoir sortir. C'est du coup pour ça, en fait, qu'on conseille quand même, dans l'univers, on va dire, d'être sur des exchanges majoritaires comme Coinbase ou Binance, afin de pouvoir justement s'assurer d'avoir des grosses liquidités. Ce sont des marchés maintenant qui s'échangent au niveau de plusieurs milliards, voire plusieurs dizaines de milliards par jour, avec de gros sous-jacents, et donc du coup qui ne posent plus aucun souci de liquidité. Effectivement, sur des petits acteurs, ça peut arriver. Ça peut arriver. Aujourd'hui, donc on parlait au tout début de finances décentralisées, dans les grands projets, on va dire un peu plus B2B,
Il y a beaucoup de projets donc, de pools de liquidité qui permettent du coup à tous ces exchanges en fait, de mettre en commun leurs différentes pools de liquidité, que ce soit par exemple donc des cryptoactifs, des stablecoins, ou même certaines fonctionnent également sur des comptes euros. Et du coup, ça permet vraiment en fait, d'avoir une pool de liquidité décentralisée mondiale qui garantit en fait qu'il y ait toujours un token disponible. Parce que dans le cas où en fait, la plateforme sur laquelle vous êtes, si elle est équipée de ce système, et c'est le cas de beaucoup aujourd'hui, on va dire des majeurs en tout cas, d'avoir toujours une liquidité disponible sur l'ensemble des fonds et de pouvoir faire des auto-trades un peu entre différentes. Merci Max. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il reste encore un peu de temps. Sinon, on va terminer pour ce soir. Si vous avez des questions, même sur des sujets futurs, par exemple, si vous voulez en savoir plus sur les crypto-monnaies ou sur la finance décentralisée, mais des questions un peu plus techniques, un peu plus spécialisées, n'hésitez pas à nous le dire. On pourra le traiter sur un autre format de façon différente. Sinon, on vous donne le lien de la plateforme, donc Capitana, qui est maintenant en ligne et qui devrait être vraiment opérationnelle en fin juin, début juillet. Donc ça, c'est totalement Maxime qui est sur le développement du site. N'hésitez pas à nous poser, alors, je vois les questions qui arrivent. Donc, on nous parle de Bit4You. Je ne sais pas si tu connais, Max. Très peu, de nom. S'il y a besoin de faire, je peux me renseigner rapidement. Toujours avec plaisir. Je vais la regarder rapidement un peu. Personnellement, je n'ai jamais utilisé cette plateforme. Okay. Et je vois une question, donc, une question en plus, oui, Jean-Nicolas qui nous dit que oui, en effet, au Luxembourg, les 0%, c'est si vous détenez les assets, donc les actifs, donc les crypto-monnaies, en l'occurrence, plus de 6 mois, parce que c'est le cas pour toutes les classes d'actifs. Merci Jean-Nicolas du rappel, c'était limpide pour moi, mais c'est vrai qu'il faut vraiment le préciser. On investit, on ne trade pas, donc on détient plus de 6 mois. Exactement. Concernant Bit4You, alors je viens de faire un rapide marché. Pour moi, ce n'est pas listé déjà sur les listes Global Exchange, genre sur CoinMarketCap qu'on citait tout à l'heure, par exemple. Donc, je pense que c'est encore quelque chose de récent. Peut-être, je sais qu'ils ont j'ai entendu parler de ce produit parce qu'ils proposent, il me semble, des portefeuilles virtuels, ce qui vous permet de regarder. Généralement, ces plateformes, si vous parlez un peu on va dire, de Start Exchange, leur message là que je vois par exemple, qui est de Start Exchange Crypto Assets with Zero Fees. Voilà, moi, c'est pas le genre d'endroit où je vais aller rechercher, parce que s'il y a zéro fees de marqué en frontal, ça veut dire qu'il y a des fees cachés. Donc, il y a des taxes un peu qui vont être prises à différents endroits, parce que la plateforme a bien besoin de se rémunérer. Donc, voilà. Je vais me renseigner sur le forum. Si c'est intéressant, n'hésitez pas à nous contacter sur les différents, que ce soit sur les réseaux ou sur nos mailing lists, pour répondre avec plaisir à ces questions. D'accord, merci Max. Je vous ai mis dans le sondage une petite dernière question pour savoir comment vous avez trouvé ce webinaire, si c'était clair ou pas du tout. Si ce n'était pas clair, surtout, dites-nous pourquoi, pour que la prochaine fois, on le soit davantage. Donc oui, une question d'Agnès sur les ETF crypto pour Capitana. Pourquoi pas pourquoi pas? C'est sûr que ça y sera un jour ou l'autre. Maintenant, il faut d'abord voir ce qu'on peut proposer, dans quel format, etc. et être sûr d'avoir un petit track record quand même suffisant, parce qu'un ETF qui se lance dans ce domaine-là, il faut surtout voir s'il va vraiment bien suivre la trajectoire du Bitcoin, parce que je pense que ça sera un petit peu délicat au début. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on a bien en tête. Et Maxime ne me laissera pas ignorer ce sujet de toute façon. Exactement. Sur cette slide, vous verrez les prochains webinaires. Donc, le prochain sera assez intéressant, une industrie que j'ai découverte aussi récemment, donc la Femtech. Si vous ne savez pas ce que c'est, je ne vous en dirai pas plus parce qu'on veut vous voir le 20 mai. Le 3 juin, ça sera Gaëlle qui vous présentera l'investissement dans l'immobilier papier. Ça veut dire que vous ne détenez pas physiquement, vous n'avez pas à gérer des locataires, vous devez simplement investir dans un fonds d'investissement. Gaëlle y reviendra. Et enfin, le 24 juin, avant les grandes vacances, avant que tout le monde aille au soleil, je vous le souhaite, on verra les 10 questions à se poser d'investir. On fera un petit bilan en fait sur la première partie d'année, ce qui s'est passé, comment se sont comportés les marchés.
Et on fera un récapitulatif sur comment commencer à investir, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on pose, on va dire, ses cartes sur la table pour bien commencer dans de bonnes conditions. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Bon, je vois que tout le monde a trouvé ce webinaire cool, ce qui est sympa. On vous remercie. Merci tout le monde. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, vous avez nos emails si vous avez des questions. Et surtout, si vous avez des sujets à l'avenir, des questions que vous vous posez, il n'y a pas de questions auxquelles on ne répond pas. Voilà. On aime ça, on aime les questions, surtout les plus simples, parce que des fois, ce sont les plus dures en fait, à répondre. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Yes. N'hésitez pas du coup, on couvrira d'autres sujets bientôt dans le newsletter. On reviendra un peu sur ces sujets de crypto-monnaie, parce que je pense que là, on va dire, on n'a pas fini d'entendre parler de ce genre de projet, à mon avis, au courant de cette année 2021. Ça devrait être, on va dire, un peu la star des marchés. Et c'est un sujet qui nous passionne dans l'équipe. Exactement. Voilà. Donc, on en reparlera plus tard. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi et à bientôt. Merci tout le monde. Bonne soirée. Au revoir.